À la une de cette édition, les conclusions du sommet ordinaire de la CEDEAO, sommet dominé par les réformes entamées au sein de l'espace communautaire. L'ouverture des frontières et la monnaie unique étaient également au menu de la rencontre au sommet. Les détails tout à l'heure avec notre envoyé spécial de retour d'Accra. Et puis une éducation financière pour accélérer l'inclusion financière au Burkina. Une vaste campagne est en vue et nous en parlerons dans cette édition avec le secrétaire permanent pour la promotion de l'inclusion financière, l'invité de cette édition. Dans cette édition, nous irons à la rencontre d'un passionné des mathématiques, une passion que le cadre des impôts aujourd'hui à la retraite partage avec les élèves depuis des décennies. En cette période de préparation des examens de fin d'année, son domicile ne désemplit pas. Constat à suivre dans quelques instants. Bonjour et merci de nous recevoir à chez vous. La 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est achevée hier dans la capitale ghanéenne. Sommet qui s'est penché sur plusieurs questions de l'heure dans l'espace. Au nombre de ces questions, la réouverture des frontières, la création de la monnaie unique et bien sûr les réformes de la commission de la CEDEAO. Les conclusions avec Draman Dadian de retour d'Accra. À ce sommet d'Accra, les dirigeants ouest-africains optent pour des réformes de la commission de la CEDEAO. Sur les 15 États membres, 7 devraient siéger au sein de la nouvelle commission. Mais 7 membres, ça suppose qu'un certain nombre de pays ne seront pas représentés directement à la Commission, mais où est-ce qu'ils peuvent être pour se sentir dans la structure de la CEDEAO. Et c'est pourquoi on a mis à contribution les différents organes de l'institution, à savoir, vous avez la Cour de justice, vous avez le GIABA, vous avez l'OAS qui se trouve à Bobo-Dioulasso. Donc, tous ces différents organes-là, on est arrivé à un équilibre de 15 représentants, c'est-à-dire un peu partout. En attendant l'adoption des critères de représentativité et de rotation, le président du FASO insiste sur la solidarité et l'égalité des États membres de la CEDEAO. Roch Marc Christian Kabouré, champion de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire, appelle également à la prudence avant la réouverture des frontières terrestres. Covid-19 faisant, il faut d'abord un meilleur contrôle des flux des populations. Sur les questions d'intégration économique, cette 59e conférence des chefs d'État valide la nouvelle feuille de route du processus de création de l'ECO, la future monnaie unique de la CEDEAO. Et pour aller à une monnaie unique, vous devez au moins respecter un certain nombre de critères, à savoir le déficit, à savoir le taux de croissance, pour pouvoir être sûr, et niveau d'endettement, pour être sûr que la monnaie va être soutenable. Et donc le pacte a été suspendu pour 2 ans, 2020-2021. Et ce qui nous a amené, donc, le Conseil des ministres à adopter une nouvelle feuille de route qui a été soumise naturellement à la conférence des chefs d'État. Et cette nouvelle feuille de route, donc, donne jusqu'en 2026 comme la phase donc, de convergence et de stabilité. Et on estime qu'à partir de 2027, on pourra être donc à une phase de stabilité. Le respect du pacte de convergence est un défi à relever malgré la double crise sanitaire et sécuritaire dans l'espace CEDEAO. Retour au Burkina où le deuxième dialogue politique a également refermé ses portes hier sur les conclusions des 3 jours de travaux. Écoutons Simon Compaoré, représentant de la majorité présidentielle, et Eddy Komboigo, chef de file de l'opposition politique. Nous avons opéré ce soir une suspension de nos travaux, lesquels travaux seront repris, Dieu voulant, le 3 juillet prochain, pour la simple raison que au menu de nos discussions, beaucoup de points se sont invités et nous avons cru bon, pour certaines questions, de rechercher beaucoup plus d'informations avant de revenir échanger sur ces points. Ce dialogue politique se tient dans un contexte qui est préoccupant, comme vous le savez, dans le domaine de la sécurité de notre pays.
Donc, c'est ce point-là qui a été le premier point de l'ordre du jour que le dialogue politique a eu à connaître. Nous avons passé beaucoup de temps à examiner ce point et ça s'est passé de la manière suivante. Dans un premier temps, nous avons entendu des communications qui nous ont été faites par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Ensuite, le ministre de la Sécurité est intervenu. Et enfin, le chef d'état-major général des armées est également intervenu. Au total, beaucoup d'informations sur la situation sécuritaire nous ont été données par ces personnalités. Ce que nous pouvons retenir de ces informations qui nous ont été données et des échanges que nous avons eus sur cette situation sécuritaire, c'est retenir qu'il ressort de ce que nous avons entendu que des efforts ont été faits au niveau de l'État pour que la loi de programmation militaire soit bien exécutée, ce qui a permis une dotation conséquente de nos forces de défense et de sécurité. Deuxième point, c'est que malgré ces acquisitions qui ont permis de renforcer la position de nos forces de défense et de sécurité en matériel, en armement et en matériel roulant, des besoins subsistent. Et le dialogue politique a souhaité, à cette étape de nos débats, à ce que le gouvernement garde une oreille attentive aux préoccupations restantes qui sont soulevées par les forces de défense et de sécurité. Nous avons tenu à encourager également et à féliciter les forces de défense et de sécurité par rapport aux résultats enregistrés depuis la tenue du premier dialogue politique qui s'est tenu en juillet de l'année dernière. Nous avons aussi constaté que lors du dialogue politique passé, nous avons fait une proposition qui a été mise en œuvre, mais qui n'est pas très opérationnelle. C'est la création d'un fonds qui sera alimenté par les Burkinabés, en plus du budget national, pour appuyer et conforter nos capacités d'acquisition des moyens qui permettent à nos forces de défense et de sécurité d'être performantes sur le terrain. Et nous avons souhaité que le gouvernement fasse en sorte qu'il y ait une large publicité sur ce fonds-là et que des dispositions pratiques soient mises en œuvre pour que les Burkinabés qui sont conscients des efforts que nous devons faire collectivement pour donner les moyens à nos forces de défense et de sécurité, que ce fonds-là soit abondé de manière conséquente par les Burkinabés des villes et des campagnes. Mais en dehors de la situation sécuritaire, bien sûr, nous avons discuté d'autres points, notamment la question de la relecture à minima du code électoral. Là, mon collègue coprésident aura à revenir sur ce point précis-là. Mais ce qu'on peut dire sur cette relecture du code à minima, nous avons, pour ce qui concerne le premier point, qui concerne l'introduction du suffrage universel dans la désignation ou l'élection des présidents des conseils des collectivités. Nous avons écouté les interventions du ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, et
Et nous avons convenu qu'il y avait un besoin complémentaire d'information et d'échange à notre niveau avant de revenir poursuivre nos discussions sur ce point précis au niveau du dialogue politique. C'est pourquoi nous avons demandé à revenir le 3 pour poursuivre nos discussions sur ce point. Sinon, les autres points, nous les avons abordés. C'est la question du vote des Burkinabés dans les zones à fort défi sécuritaire. C'est la révision des dispositions relatives à l'enrôlement des électeurs. Et c'est les documents de votation. Et c'est la question du nomadisme politique et la question de la campagne déguisée. Sur tous ces points, nous avons échangé et nous en sommes venus à la position qui nous a amené à désigner 4 camarades qui vont retravailler sur ces questions pour que nous ayons des positions définitives le 3 juillet prochain. Seulement, dans nos discussions, nous avons quand même retenu un point de consensus. Nous demandons à ce que l'État prenne en compte le fait que la classe politique demande que nous puissions à nouveau demander que les cartes d'électeurs, tous les Burkinabés détenteurs de la carte d'électeur puissent voter, et cela, la validité de ces cartes-là va être portée au 31 décembre 2022. Voilà une position qui est claire au niveau de l'ensemble de la classe politique. Et cette demande-là a été soumise au président du FASO pour que ça puisse être pris en compte dans le projet de loi de révision du code électoral qui va être soumis à la sanction de l'Assemblée nationale. Bien sûr, enfin, nous avons écouté d'autres communications non moins importantes, communication sur le découpage du territoire, parce que l'État a pris sur lui d'initier un nouveau découpage du territoire en village, en commune, en province et en région. Donc le ministre d'État nous a donné une lecture de ce qui va meubler cette réforme-là et nous a rassuré que le processus, tout au long du processus, nous serons tenus informés afin que nous puissions apporter notre contribution pour la finalisation de ce dossier qui devrait atterrir sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Nous avons écouté également une autre communication qui a porté sur la relecture du Code général des collectivités territoriales. Là également, nous nous sommes réservés de revenir sur des questions que nous n'avons pas tranchées, notamment qui a trait à l'élection des présidents des conseils de collectivité au suffrage universel direct. La dernière communication, c'est la communication qui nous a été servie par le ministre d'État, Zéphirin Diabré, sur l'état de la procédure de la préparation de la réconciliation nationale. Ce qui est intéressant à retenir sur ce point, c'est que nous avons eu la certitude que ce dialogue politique, la classe politique sera associée intimement tout au long des différentes étapes. Le quota genre,
un point important qui a fait l'objet d'une communication du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, notamment Madame la ministre déléguée. Avouons que par rapport à nos préoccupations et à nos attentes en votant la loi sur le quota genre, nous ne sommes pas satisfaits. Les femmes des deux délégations, CFOP et APMP, ont fait une déclaration dans laquelle elles consignent leurs attentes et les mesures fortes qu'elles ont proposées que le chef de l'État prenne pour que la prise en compte des femmes soit améliorée dans les instances décisionnelles, mais aussi au cours donc, des élections, notamment municipales, mais aussi législatives, parce que c'est de cela dont il s'agit. Et cette déclaration des femmes, les deux coprésidents vont faire en sorte que cette déclaration atterrisse sur le bureau du président du Faso, puisqu'elle est adressée au président du Faso. Ce que je vais ajouter par rapport à ces déclarations, c'est que le coprésident Simon Compaoré a seulement reversé ce qui était consensuel. C'est vrai, ce n'est pas honorable pour nous de dire qu'on ne s'est pas entendu sur certains points, mais c'est également juste de porter à votre connaissance que sur certains points, nous n'avons pas partagé toujours les mêmes points de vue. Notamment sur le plan sécuritaire, c'est vrai, nous avons félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité, mais au regard des résultats, au regard du nombre de morts et d'insécurité des déplacés, nous avons encore exigé la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Certainement que la majorité ne nous a pas suivis dans cette position, mais c'est la position de l'opposition également. Pour le reste, pour ce qui concerne la réconciliation nationale, nous avons souhaité qu'à chaque niveau, nous puissions en discuter avant que le comité national d'orientation ne puisse siéger pour adopter définitivement le processus. D'autant plus d'ailleurs que l'ensemble de ces faits ou ces actes qui ont créé les déchirures trouvent parfois leur source dans des décisions purement politiques. Donc, en tant que politique, nous avons une grande responsabilité de la situation et donc nous avons souhaité que dans le processus de réconciliation, le dialogue politique, majorité comme opposition, puisse être associé et qu'il puisse requérir notre avis dans ce processus-là. Voilà ce que j'avais à ajouter de divergent, mais assez important quand même. Voilà, l'intégralité des conclusions du dialogue politique vous sera proposée ce soir après le journal de 20h. Un nouvel arrivant dans le paysage des organisations de la société civile au Burkina, le MDB, le mouvement burkinabé pour la démocratie, a lancé hier et officiellement ses activités. C'est une association de jeunes cadres, d'étudiants et de scolaires qui entendent contribuer à la promotion de la bonne gouvernance, les droits humains et la citoyenneté. Présentation avec Nongba Kouda et Nyakiteda. Ils ont à cœur l'enracinement de la démocratie et la vraie démocratie selon leurs propres propos au Burkina. Réunis en mouvement, le mouvement burkinabé pour la démocratie MBD, ces jeunes prônent pour le concept démocratie et développement intégré au Burkina. Le concept repose sur la bonne gouvernance et la promotion des droits et devoirs des citoyens. Nous avons constaté une insuffisance en tant que bonne pratique démocratique, et en tant que protection des droits humains et surtout au niveau de la population vulnérable. Le MBD ne sera pas une organisation de la société civile de trop, préviennent les initiateurs. L'enseignant-chercheur et son équipe promettent installer un mouvement en phase avec les aspirations des populations et qui se singularise dans l'univers des OSC.
La particularité, par exemple, de notre mouvement, c'est que nous voulons aller jusqu'à la population, la base de la population. C'est pour cela que nous avons mis en place ce qu'on appelle les sections provinciales et les sous-sections au niveau des arrondissements. Et à travers ces sections, nous allons mettre en place ce qu'on appelle des carrés juridiques. Reconnu officiellement le 20 avril 2021, le MBD, le mouvement burkinabé pour la démocratie, compte 7 coordinations régionales et 30 coordinations provinciales. Son ambition, couvrir les 13 régions, les 45 provinces du pays et mettre en place des sous-sections dans les coins et recoins du Burkina avec pour visée améliorer les conditions de vie des populations et contribuer à enrichir la démocratie. On en vient au second titre de ce journal, la campagne de diffusion de la stratégie nationale de la finance inclusive, stratégie expliquée aux acteurs régionaux du Sud-Ouest en début de semaine, Kassoum Tony et Nyakiteda. C'est le premier atelier régional pour diffuser la stratégie nationale de la finance inclusive, une notion nouvelle appliquée dans bon nombre de pays selon le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Il se donne pour défi de la remettre dans le contexte du Burkina pour mieux la vulgariser. Le FONAFI va utiliser une stratégie de faire. Donc, allez voir au niveau des structures déjà formalisées, les banques, les fonds nationaux, les structures de microfinance, quels sont les goulots d'étranglement pour l'accès à leur financement. Et puis travailler sur ces goulots d'étranglement pour rendre par exemple le crédit moins cher, pour rendre même les produits adaptés aux besoins. L'atelier de Gawa va consister à présenter la stratégie, le fonds et le projet d'appui à l'inclusion financière FONAFI. Il se penchera également sur le dispositif de l'éducation financière des acteurs, charpente de la stratégie. C'est beaucoup plus utile pour ces différents acteurs de notre économie régionale d'être éduqués au niveau de la gestion rationnelle véritablement de leur entreprise. Parce que ça va vraiment éveiller et ouvrir l'esprit de tous ces jeunes entrepreneurs afin que vraiment ces entreprises puissent grandir le plus rapidement possible. La stratégie nationale de la finance inclusive couvre la période 2019-2023. Le secrétariat permanent a lancé en avril dernier à Koudougou une campagne pour sa vulgarisation. L'atelier de Gawa fera suite à d'autres dans toutes les régions du Burkina. Voilà un reportage de Christophe Da. Pour aller plus loin sur le sujet, nous recevons sur ce plateau le secrétaire permanent pour la promotion de l'inclusion financière, Monsieur Lin Yen. Bonjour. Bonjour Madame Koulibaly. Bienvenue. Merci. De plus en plus, on parle d'inclusion financière au Burkina. Quel est l'état des lieux actuellement? Alors, l'état des lieux, merci bien pour l'occasion que vous nous donnez de parler des activités du ministère de l'économie, des finances et du développement. Pour revenir à votre question, donc l'état des lieux fait ressortir une population exclue de 39% de personnes exclues des services financiers minimum. Et donc nous travaillons justement à inclure toutes ces personnes au profit donc des services financiers. Quel est le profil de ces personnes exclues du système de financement? Merci pour cette question. Alors, ce profil a un visage rural à 46%, un visage féminin à 43% et un visage du secteur informel à plus de 33%. Alors, une stratégie nationale de l'inclusion financière existe et dans le cadre de cette stratégie-là, il est prévu une éducation financière. En quoi est-ce que cela consiste? Ok, merci. Pour l'éducation financière, c'est le levier pour atteindre vite les objectifs de l'inclusion financière. Donc, il s'agit de sensibiliser et de former les populations, toutes les populations, dans leur façon de gérer leur argent et d'atteindre leur bien-être social. Alors, on connaît le profil des personnes exclues et ce sont les mêmes personnes qui seront bénéficiaires de cette éducation financière-là. Oui, absolument, ce sont les mêmes personnes. Donc, nous avons les clients des systèmes financiers décentralisés dans le genre femmes, hommes, surtout le personnel, les jeunes au niveau du secteur informel
et bien sûr le monde rural à travers donc, les agriculteurs et autres. Alors, quels sont les objectifs chiffrés et non chiffrés de cette campagne d'éducation financière qui est en vue? Alors, pour cette année, nous avons comme thème bien gérer son argent et atteindre son bien-être. Et la mission qui est donnée est d'atteindre la cible de 10 800 personnes à former. Donc, la campagne qui va démarrer cette semaine, la semaine qui commence demain, donc, se propose de toucher toutes les régions, les 45 provinces et les 13 régions, et devra à terme former 10 800 personnes. Alors, vous l'avez dit, demain s'ouvre donc une semaine d'intenses activités dans le cadre de cette campagne-là. Quelles sont les activités au programme? Ok, merci. Donc, dès demain, va démarrer des sessions de formation dans la région du Sud-Ouest qui vont se poursuivre jusqu'à mercredi. Et le jeudi 24 aura lieu le lancement officiel national de la campagne d'éducation financière 2021 qui sera sous la présidence de Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. Et ce sera à Gawa? Et ce sera à Gawa, à la salle polyvalente. Tout le monde est invité. Merci, M. Ien, pour avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, vous restez avec nous pour la suite de ce journal, suite qui nous amène dans la ville de Sia pour l'acte de naissance d'un projet, le projet Agriculture et Développement Durable, Agri-DD. Il est le fruit de la coopération entre la région des Hauts-Bassins et celle d'Auvergne-Rhône-Alpes en France. Agri-DD en chiffres, c'est 218 millions de francs CFA et 160 emplois créés. Maneka Ien et Kadou Romenki. Cette signature de convention marque le lancement officiel du projet Agriculture et Développement Durable Économique, en abrégé Agri-DD. Un projet pilote de production maraîchère dans 2 communes de la région des Hauts-Bassins, à savoir les communes de Houndé et de Toussiana. Ce projet va permettre aux producteurs de Bokari de ravitailler non seulement les populations de Houndé, et également la mine aujourd'hui, qui est devenue aujourd'hui pour nous alors une grande consommatrice des légumes. Et nous insistons seulement pour, comme je le disais, que les femmes soient prises en compte, parce que dans notre région, je sais que les femmes sont très dynamiques. Le projet va permettre l'aménagement de 2 hectares de périmètre agricole dans chacune des communes bénéficiaires, avec à la clé la création de 160 emplois, mais pas seulement. L'idée, c'est de mettre en œuvre un double aménagement de 2 périmètres irrigués à partir d'un exorde d'eau qui sera fait par de l'énergie solaire. Équiper en tout cas les producteurs, ça c'est une première dimension. La deuxième dimension, c'est la production et améliorer la production. Et la troisième dimension, c'est la dimension suivi, évaluation et puis capitalisation. Le projet Agri-DD est le fruit de la coopération entre la région Auvergne-Rhône-Alpes en France et la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso. Son coût d'exécution est évalué à plus de 218 millions de francs CFA. Un projet cofinancé par l'Agence française de développement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région des Hauts-Bassins et les bénéficiaires. Je vous invite une fois de plus sur la nationale numéro 1 où en plus des œufs de pintade, nous en parlions hier, il y a les fruits sauvages, lianes, karité, raisins, c'est selon vos préférences. Les vendeurs constitués essentiellement d'élèves en vacances s'en frottent les mains. L'activité a retenu l'attention de Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. Karité, lianes et raisins exposés le long de la RN1, route de Bobo. Des produits forestiers, source de revenus pour des femmes et des élèves en vacances. Un jour, je peux gagner 1000 francs ou bien 2000 francs. Je paye mes habits et nourriture. Et la rentrée, je paye mon fourniture. Actuellement, c'est la période de raisin, de liane. Maintenant, comme ce n'est pas pour quelqu'un, nous aussi, on en profite ça pour venir vendre au bord de la voie avec les clients. Le commerce des fruits sauvages est aujourd'hui un business rentable, surtout en ces temps difficiles. C'est bientôt la période de soudure, donc on anticipe pour se faire de l'argent en vendant ces fruits sauvages. C'est très rentable. Je peux vendre par jour 4000 francs. La saison des pluies est amorcée
et l'activité se développe. Du pain béni pour ceux qui raffolent de ces produits de saison. Je suis chauffeur, je vais à Bobo Dioulasso et je profite payer ces lianes pour la famille et les voisins. Ils pourront en faire du jus. C'est une façon pour moi de les encourager. Voilà, et en même temps, ça fait quelque chose pour moi, pour mes enfants aussi. Pour que je ne retourne pas à la maison les mains vides. Des fruits bruts vendus aux abords de la plupart des grands axes en cette période. Cueilleurs et revendeurs se frottent les mains. Les clients, eux, en ont pour leur argent. Le ministère de la Femme poursuit sa politique de retrait des femmes de la rue, un retrait mais aussi une autonomisation économique. Une trentaine de ces femmes de la ville de Sia viennent de recevoir des kits d'élevage et une enveloppe financière. Témoignage de Karim Sissi. Yoda Dabiri reçoit officiellement ici des poulets, du matériel d'agriculture et un fonds de roulement de 80 000 francs CFA. Tout comme cette dame, 30 autres femmes ont reçu la même dotation. Des femmes autrefois en situation de rue et qui désormais se lancent dans l'entrepreneuriat. Je suis la mère de jumeaux. Je m'asseyais aux abords des routes avec mes enfants pour quémander. C'est là qu'ils m'ont retiré et m'ont appris à faire de l'élevage de poulets. Avec ce qu'on a reçu aujourd'hui, nous sommes très ravis et contents de travailler pour se prendre en charge. La dotation de ces femmes est aujourd'hui une réalité grâce à l'action du ministère en charge de la protection et de la promotion de la femme. Un ministère qui n'entend pas se contenter uniquement de retirer les personnes en situation de rue, mais aussi de leur trouver de quoi pouvoir se prendre en charge décemment. Nous avons foi que à l'issue de leur formation et la dotation en matériel pour mener ces activités, que ces femmes-là seront en tout cas des modèles pour d'autres qui sont toujours dans la rue et que ces femmes aussi seront nos ambassadrices. D'autres actions de ce genre sont en vue, rassure le représentant du ministre en charge de la protection et de la promotion de la femme. Des actions pour convaincre les plus sceptiques, toujours dans la rue. Fin des travaux de clôture de la forêt du prix Nobel alternatif à 2018. Une promesse tenue du président du Faso qui a été sensible au cri de cœur de l'homme qui fait reculer le désert. La remise des clés de la clôture a eu lieu ce vendredi en présence de Abassé Traoré et Abdoul Rasmane Zongo. Voici un cérémonial inaugural qui se résume en une seule phrase. Engagement présidentiel pris à Ouagadougou et pari présidentiel accompli à Waïguya. La forêt privée de l'homme qui fait trembler, reculer le désert, Yacouba Sawadgou, naguère dépourvue de murs de sécurité, est désormais protégée par une clôture grâce au chef de l'État. Son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, a pris l'engagement ferme de sécuriser cet espace important. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, cet engagement est une réalité et donc nous sommes là pour cette remise officielle donc des clés de cette clôture et en même temps lui traduire les félicitations, les encouragements des plus hautes autorités de notre pays pour les efforts qui ne cessent donc de consentir d'année en année en matière donc de lutte contre la désertification, en matière de gestion durable des terres dans notre pays. Le prix Nobel alternatif 2018, le champion de la terre 2020, communément appelé Yacouba Zaï, épouse une attitude de gratitude. Ce travail est bénéfique pour tout le monde. Les gens se sont rendus compte et je suis content. Je remercie les autorités. Les travaux de construction du mur ont duré 2 mois. Le mur fait 2 km 80 mètres. Un mur de clôture sur une hauteur d'1 mètre. Et au-dessus de ce mur, nous avons fixé le grillage d'une hauteur d'1 mètre 50 que vous voyez. Et la clôture a une hauteur totale maintenant de 2 mètres 50. Cette clôture de sécurité offre une meilleure protection et conservation de la forêt du Burkinabé Yacouba Sawadgou, devenu un citoyen mondial.
Venons-en à notre focus du jour et nous allons à la rencontre d'un passionné des mathématiques, Albert Wamba. Cette passion, le cadre des impôts aujourd'hui à la retraite, la partage avec les élèves depuis des décennies maintenant. En cette période de préparation des examens de fin d'année, son domicile ne désemplit pas. Konsun Koulibaly et Amandine Lalsaga l'ont rencontré pour nous. Albert Wamba dresse un tableau de signes. Il corrige un exercice pour des élèves en classe de 3e et candidat au BEPC. Pourtant, M. Wamba n'est pas enseignant de formation, mais plutôt un agent des impôts à la retraite. Cependant, très passionné des mathématiques, il partage son savoir gratuitement depuis près d'un demi-siècle. Il n'y a aucune condition. On n'a pas besoin de demander avant de venir. Celui qui est intéressé, il vient, je ne demande même pas ton nom. Je connais ton nom à travers le devoir que je donne. Si quelqu'un s'ils prennent à les traiter, chacun marque son nom et prénom, c'est ça qu'ils amènent. Et quand je fais l'appel pour remettre, c'est comme ça que je sais que tu es là. Plus 5. On vous demande le 5. L'algèbre, l'analyse, la géométrie ou encore les probabilités. En mathématiques, rien n'a plus de secret pour Albert Wamba, qui se rappelle toujours du déclic qui a fait naître en lui la passion des mathématiques. Au collège Joseph Moukassa, il y a un prof, je n'oublierai jamais son nom, M. Machette. C'est un blanc. C'est à partir avec lui, j'ai commencé à m'intéresser trop au mal. Un jour, il a piqué la jaunisse. Et comme il ne va pas enseigner, il n'y a pas deux profs. Et il a dit de m'appeler à son domicile. Je suis parti. Il dit, M. Wamba, c'est toi qui vas corriger, qui va me remplacer. Je dis, vous remplacez, que non, c'est toi. Que voilà. Lui, il va me donner le sujet là. Il va donner la composition là. C'est à moi de grouiller pour trouver la correction. Je ne vais pas faire passer les élèves là au tableau et c'est à moi de corriger. Et voilà, tout est parti de là. Quel est le nom synonyme de coefficient directeur? Et depuis lors, M. Wamba ne quitte plus le tableau et la craie. Même pendant qu'il était en activité, le passionné des mathématiques trouvait toujours du temps pour encadrer les élèves de son quartier, parfois même à des heures indues, selon le nouveau retraité. Après les résultats du premier tour, l'examen c'est le 22. Le 29, il y aura les résultats du premier tour. Vous allez voir ceux qui vont au second tour là. Même ceux qui ne venaient pas ici là. Vous risquez de voir la cour remplie. Même ceux qui n'assistaient pas. Ils viennent maintenant et effectivement, moi je leur donne une chose là. Ils reviennent, moi je reprends ce qui a été donné. Donc je corrige et puis on ajoute d'autres choses. Ils partent maintenant, ça les aide à passer. Sylvie Nikiema a bénéficié de l'appui de M. Wamba. Aujourd'hui, elle est étudiante en finance comptabilité. Selon elle, l'homme a une approche à la fois ludique et concrète, capable de faire aimer les mathématiques et d'avoir de bonnes notes en classe. J'avais des problèmes en mathématiques, c'était vraiment la bête noire pour moi. Je suis quittée de 3 sur 20 à 17 sur 20 à l'examen. Donc, pour moi, c'était vraiment une grande joie que je ne sais pas quel sentiment vous expliquer ce jour-là quand j'ai pris mes résultats. Et tout le monde était étonné, moi-même j'étais dépassée. Pour ces candidats au BEPC, c'est la dernière ligne droite. Mais pas d'inquiétude, le moral est haut. Ils disent être prêts pour affronter les épreuves dans 48 heures. J'espère avoir mon BBC. C'est depuis la rentrée que j'ai commencé à suivre les cours avec M. Wamba. Et je vois qu'en classe ça va. Je gagne la moyenne. Aujourd'hui, je remercie beaucoup M. Wamba. Tout au long de l'année, j'ai beaucoup appris avec lui. J'espère avoir plus que la moyenne en mathématiques au BPC. Et justement, selon M. Wamba, la réussite de ses encadrés est également un peu la sienne. Lui qui a décidé de vivre uniquement de sa pension et de sa passion. Donc il faut être clair dans les signes. Je rappelle que les examens du CP et du BPC session de 2021, c'est pour ce mardi à 22 juin. Bonne chance à tous les candidats. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.